tous, merci de votre fidélité au Morning. J'espère que vous avez bien dormi. On est ensemble et j'en suis ravie pour 2 heures d'actualité en direct. Et ça se passe, vous le savez, depuis Tel Aviv. On démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril, bonjour. Les journaux israéliens reviennent ce matin encore sur l'enlèvement des 3 adolescents et se félicitent des condamnations du président palestinien Mahmoud Abbas. Ah oui, ceux qui ont enlevé les 3 jeunes Israéliens veulent nous détruire et ils devront nous rendre des comptes. Cette phrase prononcée par Mahmoud Abbas lors d'un déplacement en Arabie Saoudite, eh bien on la retrouve ce matin en une du Israël Hayom, le quotidien gratuit qui n'est pourtant pas connu pour être tendre avec le raïs de Ramallah. Ravi ce matin donc qu'Abbas ait fini par comprendre, c'est le terme utilisé donc par nos confrères du Israël Hayom. Pour le Haaretz, ce nouvel épisode tragique pourrait offrir à Binyamin Netanyahou et à Mahmoud Abbas une seconde chance pour normaliser leurs relations. Nul ne sait quand et comment s'achèvera cet enlèvement, écrit Barak Ravid, mais si elle est gérée intelligemment, la crise actuelle pourrait permettre de mettre les compteurs à zéro et d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les 2 hommes. Satisfait à Jérusalem donc, mais dans la bande de Gaza évidemment, on n'est pas content des déclarations de Mahmoud Abbas. Selon le journal Palestine qui paraît dans la bande de Gaza, en incriminant ce que le journal appelle les auteurs de l'opération de Hebron et en légitimant la coordination sécuritaire avec Israël, eh bien Mahmoud Abbas a tout simplement nui à l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Le journal qui fustige en une la série d'arrestations de 120 Palestiniens en Cisjordanie, dont 52 qui avaient été libérés dans le cadre du marché conclu avec Israël pour la libération de Gilad Shalit. A noté Barbara que le journal utilise le terme de soldats pour parler des 3 adolescents enlevés donc jeudi dernier près du Gush Etzion. 2 des 3, on le rappelle, sont toujours mineurs. Toujours mineurs. Et aucun d'entre eux est soldat évidemment. Pour le spécialiste des questions militaires du Haaretz, l'opération coup de poing qui est menée par Tsahal contre le Hamas est certes spectaculaire, mais attention, nous dit Amos Harel, à l'enlisement, car si pour l'heure l'armée ne rencontre pas vraiment de résistance, les opérations longues sont-elles vouées à s'enliser, nous dit Amos Harel ce matin dans les colonnes donc, du Haaretz. Voilà, et on en reparlera évidemment avec notre correspondant militaire dans cette édition. Alors, autre nouvelle révélée par la presse israélienne ce matin, les ravisseurs auraient obtenu le feu vert de la direction politique du Hamas. Oui, c'était un officier supérieur de l'armée israélienne qui s'est confié à la presse. Les ravisseurs des 3 adolescents donc auraient obtenu le feu vert du chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal. Alors explication, le 20 mai dernier, Khaled Mashal se trouve au Qatar. Il prononce un discours dans lequel il fait référence à la lettre que lui a envoyée un prisonnier palestinien, membre lui-même du Hamas, et qui se plaint des conditions difficiles de détention dans lesquelles il est emprisonné, donc dans les prisons israéliennes. Votre message nous est bien parvenu, déclare Khaled Mashal. Le peuple palestinien, les combattants d'Izzadine Al-Qassam sauront quoi faire pour libérer les détenus. Le jour est proche où nous vous libérerons tous, nous libérerons tous les prisonniers et les prisonnières palestiniennes, dit Khaled Mashal, ce qui fait croire donc à Tsahal que Khaled Mashal a apporté sa bénédiction, ou en tout cas a fait comprendre à mot couvert à ses combattants qu'il fallait agir et rapidement. Alors le Hamas est-il responsable de l'enlèvement? Pas si sûr pour Gershon Baskin dans les colonnes du Jérusalem Post ce matin, le quotidien israélien en langue anglaise. Ce qui me laisse penser que ce n'est pas le Hamas, écrit celui qui a participé aux négociations secrètes pour libérer Gilad Shalit, c'est que la priorité absolue du mouvement islamiste, eh bien, c'est sa survie politique dans la bande de Gaza. J'espère me tromper, écrit Baskin, car si c'était le Hamas, j'ai bon espoir que les adolescents sont encore en vie pour pouvoir servir de monnaie d'échange contre la libération de prisonniers. Mais si c'était une organisation salafiste qui se cachait derrière ce kidnapping, eh bien, on peut craindre le pire, nous dit Baskin, car ces gens-là, oui, ces gens-là sont plus intéressés par tuer des juifs que par libérer des détenus palestiniens. Et on finit, Cyril, par 2 caricatures triées sur le volet sur la situation en Irak cette fois. Oui, la première, on la retrouve dans les pages du quotidien libanais Al-Balad ce matin. 2 coups de poignard, vous allez le voir, qui font saigner le drapeau irakien. Et sur les larmes, on peut lire ces 2 inscriptions, un poignard chiite et un poignard sunnite. Et puis ce dessin de presse qui paraît ce matin dans le quotidien de gauche Haaretz, il est signé Biderman, Obama et Kerry, donc impuissants devant le délitement de l'Irak. Mais où est donc Saddam Hussein quand on a besoin de lui? Merci beaucoup, Cyril.
Et nous sommes le jeudi 19 juin, vous êtes sur i24 News. Voici l'essentiel de l'actualité ce matin. Près d'une semaine après l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, Mahmoud Abbas sort donc de son silence et condamne le président palestinien, appelle à la libération immédiate des otages en accusant les ravisseurs de vouloir détruire les Palestiniens. Dans ce contexte, et pour la 3e fois depuis le début de l'opération de Tsahal, les Palestiniens de Gaza tirent des missiles sur le sud d'Israël en représailles. L'aviation israélienne a frappé plusieurs cibles cette nuit dans l'enclave palestinienne. Dans le reste de la région, notez que l'Irak demande aux États-Unis de mener des frappes aériennes contre les groupes terroristes dans le pays. Et puis à noter dans l'actualité également aujourd'hui que Felipe VI de Bourbon est devenu à minuit le nouveau roi d'Espagne. Il doit prêter serment aujourd'hui lors d'une sobre cérémonie. Enfin, ce n'est pas le seul drame qu'est en train de vivre l'Espagne. Double championne d'Europe et championne du monde en titre, les Espagnols ont été éliminés hier soir du mondial brésilien. Dans un stade Maracana bondé, la Roja a subi la loi du Chili qui signe donc sa 2e victoire en 2 matchs, 0-2. Autre élimination, le Cameroun qui s'incline 4-0 face à la Croatie. Enfin, l'Australie s'est elle aussi inclinée contre les Pays-Bas, 3-2. Et on revient sur l'enlèvement des 3 adolescents. C'était donc jeudi dernier, il y a une semaine, tout juste, que ces 3 jeunes étaient enlevés en Cisjordanie. Depuis, 7 jours plus tard, toujours aucun signe de vie de Gilad, Eyal et Naftali. Tsahal poursuit ses recherches un peu partout en Cisjordanie. De son côté, on l'a dit, le président palestinien a condamné pour la première fois l'enlèvement. Le récit signé Daniel Ziri. L'enlèvement des 3 adolescents israéliens nuit aux Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ce mercredi. Ceux qui ont enlevé les 3 jeunes Israéliens cherchent à nous détruire et on va leur demander des comptes. Celui-ci avait condamné l'enlèvement ainsi que les violations israéliennes qui ont suivi ce lundi, après que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou ait souligné à plusieurs reprises la responsabilité de l'autorité palestinienne dans l'incident. Mahmoud Abbas a également plaidé en faveur d'une coordination avec Israël en matière de sécurité, des propos que le Hamas, accusé d'être responsable de l'enlèvement, a vivement dénoncés. Les déclarations du président Abbas à propos de la coordination sur la sécurité nuisent aux intérêts palestiniens. Il s'oppose au consensus national palestinien et à l'accord d'union nationale signé au Caire. Ces déclarations sont extrêmement néfastes aux prisonniers en pleine grève de la faim dans les prisons de l'occupant. 6 jours après le rapt d'Eyal Ifrar, Gilad Shahar et Naftali Frankel en Cisjordanie, l'opération de Tsahal se poursuit. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'armée israélienne a arrêté 65 Palestiniens. 51 d'entre eux avaient été libérés de la prison israélienne en 2011 en échange du soldat israélien Gilad Shalit. Des arrestations qualifiées par le Premier ministre Binyamin Netanyahou de messages importants dans le cadre des opérations qui visent non seulement à retrouver les 3 jeunes, mais aussi à affaiblir le Hamas sur place. Parallèlement, les autorités israéliennes durcissent dans leur traitement des prisonniers palestiniens. Le gouvernement israélien a instruit au service pénitentiaire de prendre une série de mesures punitives contre les détenus. Ils auraient à présent beaucoup moins accès à la télévision et leurs visites familiales ont été annulées dans le cadre de la situation actuelle. Depuis jeudi dernier, Israël est engagé dans une véritable course contre la montre, une course pour laquelle Tsahal a lancé son plus important déploiement en Cisjordanie depuis la fin de la 2e intifada en 2005. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, bonjour. Alors on vient de le voir, Israël maintient une pression sans relâche sur le Hamas. On tente avec vous ce matin de comprendre les enjeux politiques et diplomatiques de cette situation. D'abord un mot sur ce qu'on a vu, les condamnations de l'enlèvement du président palestinien. Comment vous l'analysez ? Écoutez, on peut dire que cet enlèvement est arrivé au pire des moments possibles pour Mahmoud Abbas, parce que la réconciliation interpalestinienne dont il était à l'origine, et puis la constitution de ce gouvernement d'union avait été bien accueillie, très bien accueillie même par la communauté internationale, qui voyait une occasion de faire avancer les choses, aux grandes dames bien évidemment de Binyamin Netanyahou et de son gouvernement, et malgré les efforts diplomatiques des Israéliens pour convaincre la communauté internationale de la nocivité en quelque sorte de ce gouvernement et de cette réconciliation
interpalestinienne, Mahmoud Abbas avait incontestablement marqué des points au niveau diplomatique, au niveau international. Et là, patatras, cet enlèvement arrive et remet en cause en fait les acquis diplomatiques réels qu'avait pu obtenir Mahmoud Abbas. Donc on peut concevoir que Mahmoud Abbas et les dirigeants de l'autorité palestinienne étaient agacés, en colère même, contre les ravisseurs et contre ceux qui sont à l'initiative de cet enlèvement. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui il la regrette, cette réconciliation qu'il a choisie entre le Hamas et Israël, et en accusant le Hamas, il a choisi donc pour Israël? Alors c'est difficile à dire qu'il a choisi Israël. En tout cas, il avait le choix entre satisfaire son opinion publique, qui est en très grande majorité pour ce genre de méthode, parce que l'opinion publique palestinienne, la rue palestinienne, est convaincue qu'en enlevant des Israéliens, eh bien, elle assistera à de nouvelles vagues de libération des prisonniers. Mahmoud Abbas, semble-t-il, est convaincu du contraire. C'est pour ça qu'il a pris le choix assez courageux d'aller contre son opinion publique. Il est persuadé, semble-t-il, qu'il n'y aura pas de nouvelle libération de détenus palestiniens, parce qu'il y a deux scénarios possibles. Soit les 3 adolescents sont déjà morts, ce qui est malheureusement fort possible, si on en croit certaines analyses, et dans ce cas de figure, donc il n'y aura pas bien évidemment de libération, d'échange de prisonniers. Soit les 3 adolescents israéliens, ou l'un des 3 ou 2 des 3 sont encore en vie, mais dans ce cas de figure, Israël a déjà répété au cours de ces derniers mois qu'il n'était pas question de permettre de nouvelles libérations de détenus palestiniens, et que donc même dans ce cas de figure, eh bien, on n'assistera pas, les Palestiniens n'assisteront pas à de nouvelles vagues de libération. Ils assistent même au contraire à des nouvelles vagues d'arrestations dans les territoires administrés. Et donc Mahmoud Abbas décide de garder le calme, de maintenir le calme dans la Cisjordanie, et c'est pour ça qu'il appelle aussi à continuer cette coopération sécuritaire avec Israël? Oui, et encore une fois, c'est contre son opinion publique. On a un petit peu l'impression qu'entre son opinion publique et sa stature internationale, eh bien Mahmoud Abbas a choisi sa stature internationale. Et puis, peut-être aussi que cette très vaste opération anti-Hamas menée par l'armée israélienne et les services de sécurité israéliens dans les territoires, quelque part, arrange les affaires de Mahmoud Abbas, parce qu'on sait que malgré cette réconciliation qui, même avant le cas de cet enlèvement, on donnait assez peu de chance à cette réconciliation interpalestinienne de s'inscrire dans la durée. Eh bien là, elle a été encore, parce que toute cette affaire risque bien évidemment de remettre en cause la réconciliation elle-même. Donc cette réconciliation et ce gouvernement d'union, ils auront été de très courte durée. Et à partir du moment où Mahmoud Abbas est convaincu, il semblerait que ce soit le cas, qu'il n'est plus question de gouvernement d'union, qu'il n'est plus question de réconciliation interpalestinienne, eh bien, ce que fait actuellement l'armée israélienne dans les territoires, quelque part, arrange ses affaires, parce que Mahmoud Abbas n'avait pas intérêt à ce que le Hamas, Barbara, ne renaisse de ses cendres dans les territoires de Cisjordanie, parce que ça aurait été une menace directe contre son propre pouvoir. Voilà, une menace politique évidemment. Alors parlons du reste de la communauté internationale dans cette affaire. Elle est restée plus ou moins silencieuse pendant les premiers jours qui ont suivi l'enlèvement. Je vous propose qu'on écoute le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Yigal Palmor. Il parle des efforts qu'Israël est en train de fournir pour obtenir le soutien de la communauté internationale. Nous déployons des efforts diplomatiques sans précédent pour obtenir un soutien de la communauté internationale, un soutien qui ne doit pas être seulement une expression de solidarité, mais un véritable soutien diplomatique aux efforts coordonnés entre Israël et l'autorité palestinienne pour retrouver les adolescents. Alors nous avons vu un certain nombre d'expressions de sympathie, nous avons vu des condamnations de l'enlèvement, de vraies condamnations de la part du secrétaire général de l'ONU, une demande sans équivoque de la part de la Croix-Rouge internationale qui demande la libération inconditionnelle des 3 jeunes. Nous avons vu de certains pays prendre des positions plus timorées, plus calmes, et c'est un peu décevant, je dois le dire, mais pour la plupart, les grands pays ont exprimé leur soutien, des condamnations et un soutien sans faille aux familles, à Israël et aux efforts qui sont déployés en ce moment sur le terrain pour retrouver au plus vite les 3 jeunes. Alors, réaction timide, timorée, tardive aussi, explique Yigal Palmor, pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs explications possibles. D'une part, une actualité internationale qui est très lourde avec ce qui se passe en Irak avant tout, mais pas seulement. D'autre part, le fait que cet enlèvement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les chancelleries européennes, alors c'est peut-être à prendre avec la prudence nécessaire, mais que l'enlèvement a eu lieu au début du week-end, donc les chancelleries ont été un petit peu lentes à réagir. Ça vous fait sourire, Barbara, il y a de quoi peut-être, mais il y a d'autres motifs qui sont peut-être un petit peu plus sérieux. Vous savez à quel point les chancelleries occidentales sont prudentes. Là, il s'agit d'un enlèvement, mais sans demande de rançon. Il y avait des éléments un petit peu troubles au début qui ont incité les chancelleries occidentales à la prudence et à des condamnations effectivement un petit peu timorées et tardives, en tout cas trop timorées et trop tardives aux yeux des Israéliens. Et puis il y a aussi le fait, Barbara, que tout cela se soit produit dans les territoires administrés en Cisjordanie, et on sait à quel point c'est une zone qui suscite la méfiance pour les diplomaties occidentales. Merci beaucoup Dror, merci Cyril. On continue après un nouveau journal de parler de cet enlèvement, mais sur le terrain cette fois. Quel est l'objectif de Tsahal 7 jours après le lancement de cette opération? On y revient donc après un nouveau journal. Une semaine après l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, on s'intéresse à présent à ce qui se passe sur le terrain. On va en parler dans un instant avec vous, Maxime Perez. Ça fait une semaine que vous sillonnez toutes les routes de Cisjordanie. Vous avez pu voir de près les opérations de Tsahal. Avant cela, le rappel des faits des dernières 24 heures de cette opération. L'opération militaire israélienne se poursuit. Cette nuit, l'armée a arrêté pas moins de 51 anciens détenus. Ils avaient été libérés lors des échanges de prisonniers négociés pour le retour de Gilad Shalit en 2011. Selon les responsables palestiniens, la majorité d'entre eux seraient liés au Hamas. C'est donc des mesures d'envergure qui sont prises alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé son engagement pour la libération d'Eyal, de Gilad et de Naftali. Depuis leur disparition, Tsahal passe les villes palestiniennes au peigne fin. Selon son porte-parole, l'armée aurait touché militairement les bureaux d'institutions liées au Hamas, dont plusieurs médias. Ils auraient saisi des ordinateurs et des documents. Des mesures que réprouvent les Palestiniens concernés. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils sont entrés dans nos bureaux de Cisjordanie, de Ramallah, de Jérusalem, d'Hébron et de Naplouse. Nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes une chaîne de télévision et une agence de presse. Nous n'avons pas d'autre activité. Dans les rues d'Hébron, les soldats tentent de trouver des indices liés à la disparition des 3 adolescents. Ici, dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, l'armée mène une opération. Maison après maison, les fouilles s'organisent. Toute la nuit d'avant-hier, un millier de soldats israéliens ont fait une descente sur le camp et ils sont entrés dans une quarantaine de maisons pour trouver des personnes recherchées, comme ils disent. En tout, ils sont près de 2500 soldats mobilisés depuis 6 jours pour retrouver les 3 adolescents. Voilà, Maxime Perez, vous êtes donc notre spécialiste des affaires militaires, opérations de grande envergure. On l'a vu, plus de 2000 soldats mobilisés, près de 300 arrestations, des centaines de maisons fouillées. On démarre par les derniers développements. En plus de ces opérations qui ont lieu depuis une semaine, Tsahal a reçu le feu vert pour appliquer des mesures exceptionnelles lors d'interrogatoires et autres. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit de tout faire pour arriver à la trace, de trouver une trace de vie des 3 soldats, des trois jeunes Israéliens kidnappés et éventuellement d'arriver à leurs ravisseurs. Donc évidemment, les services secrets ont des prérogatives qui peuvent être élargies pour atteindre justement ces objectifs. Ce sont des mesures de torture, comme on dirait communément? Ce sont des pressions psychologiques, ça peut en tout cas... Sur les personnes arrêtées? Oui, ce sont des procédés qui sont communs à beaucoup de services de renseignement qu'Israël peut appliquer dans certaines circonstances, et évidemment celles liées justement à la capture de ces 3 jeunes Israéliens dont la vie est en jeu, et, puisque l'armée et les services de renseignement ne disent pas le contraire pour le moment, donc justifie ce type de procédé. Alors, autre mesure décidée, elle, par l'échelon politique israélien, il s'agit de durcir les conditions de détention des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. C'est quoi le but ?
C'est une sanction. Cela fait partie des sanctions qui ont été prises par l'armée israélienne parce que c'est le Hamas qui est désigné comme responsable de cette capture et de toutes les conséquences qu'il va y avoir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois sur le plan politique et militaire. On le voit déjà sur le terrain. Et les prisonniers palestiniens, et notamment ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui ont été condamnés pour actes de terrorisme, les prisonniers sécuritaires plus généralement, sont aussi victimes de ces mesures, à savoir que les familles, par exemple, n'ont pas la possibilité de les voir de façon régulière. On limite ce genre de... Alors que d'habitude, c'est une fois par semaine. Il y a aussi des inspecteurs de la Croix-Rouge qui viennent. Et puis, il y a d'autres éléments liés à leur quotidien, comme le fait que dans ce cas précis, suite à cette capture, ils sont désormais privés de télévision. Alors, on l'a dit, ça fait une semaine aujourd'hui, ce soir exactement, que les 3 jeunes ont été enlevés. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se dessine dans cette opération, la stratégie qu'est en train d'adopter Tsahal et pour quel objectif en fait? Bon, d'abord, c'est une opération de grande envergure, mais de faible intensité. Qu'est-ce que ça veut dire de faible intensité? Ça veut dire qu'on prend son temps. Il y a des opérations qui sont menées chaque nuit, qui sont des fois menées aussi en plein jour, des arrestations, des fouilles. Mais tout cela est mené avec une étonnante sérénité, avec beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise. C'est chirurgical. Et l'objectif est d'arriver, évidemment, d'abord, il faut décapiter l'appareil politique du Hamas. C'est une réaction aussi de la part du gouvernement Netanyahou à ce gouvernement d'unité palestinien. Les Israéliens ne veulent pas donner une chance au Hamas de pouvoir émerger politiquement et plus tard peut-être militairement dans la Cisjordanie. Et bien sûr, quand on touche au Hamas en Cisjordanie, eh bien on touche à toute la mouvance islamiste, à tous ces réseaux islamistes qui émergent dans cette région. Et puis parmi eux, il y a évidemment des cellules djihadistes dont il n'est pas encore exclu qu'elles soient liées de près ou de loin à cette capture. Alors, ce qui est assez étonnant, et vous l'avez constaté tous les jours sur le terrain, c'est ce calme qui règne, malgré cette opération en Cisjordanie. Pas d'affrontement armé, pas de rébellion quasi de la part de la population palestinienne. Comment vous l'expliquez, ce calme? C'est vrai que contrairement à l'opération Muraille de défense qui avait été menée au plus fort de la deuxième intifada en 2002, là, aucun échange de tirs, très peu d'incidents, des arrestations en plein jour, avec souvent la coopération des familles palestiniennes dont les maisons sont fouillées. Alors le soir c'est toujours un peu plus compliqué, plus tendu parce qu'il faut réveiller des gens. On va d'ailleurs souvent chercher le soir des militants d'un rang plus élevé. Ouais, parce que évidemment, parce que c'est pour ça que ça se passe la nuit. Mais effectivement, on est étonné de ne pas voir cette fameuse 3e intifada éclater. Est-ce que justement, et on va finir là-dessus, Maxime, ça pourrait mal tourner? Est-ce que le Hamas va finir par retourner les armes contre Tsahal? Il le menace. C'est une menace qui existe depuis maintenant le début de l'opération. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle qui est en train de se passer pour le mouvement islamique palestinien qui voyait à travers ce gouvernement d'unité l'occasion enfin de reprendre les rênes du pouvoir en Cisjordanie. C'est un territoire qu'il convoite depuis longtemps. Tout dépend de la suite des opérations, mais pour l'instant, du fait de cette maîtrise totale des forces de sécurité israéliennes sur le terrain, du fait qu'il n'y ait pas de victimes palestiniennes, pas de dérapage, tout cela ne peut pas donner au Hamas la possibilité d'ouvrir un front et de se lancer dans une riposte d'envergure depuis la bande de Gaza, par exemple. La question est de savoir aussi peut-être combien de temps cette opération va durer. Plus elle dure, plus peut-être les réactions risquent d'être sérieuses. Merci beaucoup Maxime Perez d'être venu nous en parler ce matin. Jeudi 19 juin, vous êtes sur i24 News, c'est le morning et voici les grands titres à la une de l'actualité. Près d'une semaine après l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, Mahmoud Abbas sort de son silence et condamne le président palestinien, appelle à la libération immédiate des otages et accuse les ravisseurs, sont les nommés, de vouloir détruire les Palestiniens. Dans ce contexte, et pour la 3e fois depuis le début de l'opération de Tsahal, les Palestiniens de Gaza tirent des missiles sur le sud d'Israël. Un des missiles s'est abattu sur une zone habitée en provoquant des dégâts. En représailles, l'aviation de Tsahal a frappé plusieurs cibles dans l'enclave palestinienne. Dans le reste de la région, on note que l'Irak a demandé aux États-Unis un renfort militaire pour lutter contre les djihadistes. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Bagdad demande donc à Washington de mener des frappes aériennes contre les groupes terroristes.
Et bien on va en parler dans un instant. Felipe VI de Bourbon est devenu à minuit le nouveau roi d'Espagne. Il doit prêter serment aujourd'hui lors d'une sobre cérémonie. C'est avec beaucoup de discrétion et de modestie que Felipe sera donc couronné ce jeudi, 15 jours après l'abdication de son père Juan Carlos. Ne sera même pas présent au congrès des députés. Enfin, et ce n'est pas le seul drame qui est en train de vivre l'Espagne, double championne d'Europe et championne du monde en titre. Les Espagnols ont été éliminés hier soir du mondial brésilien. Dans un stade Maracana bondé, la Roja a subi la loi du Chili qui signe sa deuxième victoire en 2 matchs. Autre élimination, le Cameroun qui s'incline 4-0 face à la Croatie. Et puis l'Australie s'est elle aussi inclinée contre les Pays-Bas, 3-2. Et on poursuit avec le reste de l'actu internationale. En quelques clics, Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. Alors on s'en doutait, évidemment, ce matin, vous nous parlez du prince Felipe, c'est votre petit chouchou. C'était obligé, alors bien évidemment, mon premier réflexe ce matin, ça a été de me diriger vers El Mundo, le quotidien espagnol, curieuse de son approche. Et voilà sur quoi je tombe. Voilà, alors je ne vais pas vous la faire parce que l'accent espagnol, je ne l'ai pas, mais en gros, fracassé par le mondial. Alors la défaite cuisante a donc carrément éclipsé, attention, le couronnement de Felipe, même pas en deuxième position, parce que vous allez voir, après cette première image, vous avez en fait toutes les petites vignettes, des infos dérivées concernant le mondial, etc., entre les cimetières, etc., les massacres. Il faut aller encore plus bas, et c'est là que finalement vous trouvez la photo du roi avec ce titre « 7 tests pour un roi ». Pourquoi ? Eh bien parce que l'accueil en Espagne, Barbara, n'est pas très chaleureux, il est plutôt sceptique. Il y a plusieurs tests, effectivement, pour Felipe, parmi d'autres, la justice pour tous, ou encore la transparence. Je vous rappelle que le roi Juan Carlos avait abdiqué au début du mois, notamment parce que la royauté est entachée par des affaires de corruption. Donc une couronne qui pèse lourd sur l'Espagne, nous dit RFI, je dirais même qu'elle pèse lourd sur Felipe lui-même. Vous voyez, le New York Times qui revient sur cet épisode du roi Felipe, enfin du prince Felipe à l'époque en février, qui a essayé en vain à maintes reprises de serrer la main d'un homme d'affaires. C'était en février, un homme d'affaires catalan qui a refusé de lui serrer la main. Eh bien, le prince Felipe est revenu sur ses pas. Il a tenté de serrer la main à cet homme. Prince Felipe qui montre quand même son envie de conciliation. Et l'Espagne l'attend au tournant. Mais encore une fois, j'insiste, très sceptique. On le rappelle, Felipe, à qui on reproche beaucoup en Espagne d'être en fait très mystérieux, qui c'est ? Eh bien, c'est quelqu'un qui a été formé toute sa vie, pendant plus de 40 ans, à être roi. C'est quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est quelqu'un de très cultivé, il a fait ses études à l'étranger, c'est même un sportif aguerri. Attention, il fait même de l'hélicoptère, il est amateur de football, mais voilà, il manque de transparence. En plus, aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment la fête à Madrid. En fait, la cérémonie va être très sobre, mais quand même, je ne perds pas espoir que le prince Felipe nous surprenne et nous fasse sourire. Vous l'aimez bien, Felipe. Mais bon, il devra quand même réconcilier les Espagnols avec la monarchie. Ce n'est pas un pari facile. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est le dernier roi ou est-ce que c'est le roi d'un nouveau règne ? En tout cas, il sera couronné aujourd'hui. Allez, ça fait moins rêver. On part aux États-Unis avec cette 3e exécution en 24 heures. Exactement. Alors, il n'y avait pas eu d'exécution pendant 7 semaines. Et là, c'est la 3e en 24 heures. Regardez le Los Angeles Times, puisque ça s'est passé cette nuit en Floride. Donc, c'est un noir de 63 ans. Il est exécuté cette nuit. Il était le meurtrier de sa femme. Il se trouve à droite sur cette illustration. Il était le meurtrier de sa femme et d'un enfant de 5 ans. Il attendait dans le couloir de la mort depuis 30 ans. Il a été exécuté avec un cocktail de 3 produits létaux. Alors, il y avait eu 2 exécutions. Regardez, ça, c'était en Géorgie, cette photo imposante dans le Figaro. Ça, c'était la nuit de mardi et mercredi. En fait, il y a eu 2 exécutions cette nuit-là, en Géorgie et au Missouri, donc de 2 hommes qui attendaient quand même depuis des années dans les couloirs de la mort. Alors pourquoi cette pause ? Pourquoi cette pause de 7 semaines ? En fait, il y a 7 semaines, en avril, donc c'était dans l'Oklahoma, et il y a eu un cocktail létal qui n'a pas marché. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il n'avait jamais été testé. Il avait été testé une fois en 2013, mais à des doses 5 fois plus fortes. Donc ce qui s'est passé, c'est que non seulement apparemment, selon l'autopsie, eh bien, le personnel chargé d'exécution a loupé son intraveineuse, c'est-à-dire qu'ils sont repris à plusieurs fois, ils ont finalement perforé la veine fémorale, mais en plus le prisonnier
a sombré dans un état de souffrance extrême. Il s'est agité, il a sombré dans des convulsions et apparemment il est finalement mort après plus de 40 minutes, frappé d'une crise cardiaque apparemment foudroyante. Alors le monde se pose la question, pourquoi les exécutions ont repris alors que finalement la Maison-Blanche s'était dit profondément dérangée. Un moratoire avait été décrété dans l'État donc de l'Oklahoma. Alors on se demande pourquoi ça a repris aussitôt. L'opacité mise en place par les États sur les produits employés pour les mises à mort reste de mise, dit Le Monde. Les préparateurs en pharmacie ne sont pas homologués au niveau fédéral et leur identité reste confidentielle. C'est un dossier relativement sombre. Voilà, un dossier qui relancera évidemment le débat sur la peine de mort. Ça fait toujours bizarre de voir ça, depuis des pays où ça n'a évidemment plus lieu. Autre peine de mort pour le lapin d'une romancière britannique, vous savez. Regardez le Daily Mail, Barbara, je suis sûre que ça va vous plaire. De bon matin, le lapin a mangé mon persil, je mange le lapin, ça fera un gant en forme de marionnette parfait. C'est la romancière à succès qui se venge sur le lapin, en fait, qui a grignoté ses herbes. Alors, je mets en garde à ceux qui n'ont pas l'estomac bien accroché. De bon matin, tournez les yeux. C'est dans une Angleterre très attachée à la cause animale. On sait que Janet Winterson, 54 ans, connue pour son roman Oranges Are Not the Only Fruit, qui a été traduit dans plusieurs langues, a piégé, dépecé et mangé un lapin qui avait eu la mauvaise idée de s'en prendre à son potager. Et alors, cherry on the cake, elle a publié les photos du processus. Elle a posté ce statut sur Twitter. Donc, le lapin a mangé mon persil, j'ai mangé le lapin. Et alors là, attention, c'est vraiment pas un coup de foudre. Là, du coup, des dizaines de milliers de followers qui se sont dit écœurés par tant de cruauté, sachant qu'on a la photo en bas jusqu'à son chat. Vous allez voir, on arrive à son chat. Je vous arrête. Pourquoi c'est une info qui vous intéresse? Pourquoi vous avez cliqué sur cette info ce matin? C'est absolument abominable que des dizaines de followers, justement des dizaines de milliers de followers. Donc justement, c'est à ne pas faire en fait. Bon, d'accord, voilà, on a compris le message. Vous n'avez pas honte comme ça de bon matin de me faire ça? C'est quand même dingue. 30 secondes pour finir. On a parlé du sans gluten hier, aujourd'hui on parle des escalopes. Des lapins. Bon, on n'a plus le temps pour la dernière info. C'est la photo lapin. C'est la photo lapin. Merci beaucoup, Betsabé. Merci, Maxime. À suivre, la Coupe du Monde. On va en parler longuement ce matin. Attire chaque jour des millions de téléspectateurs. Ces temps forts médiatiques sont des occasions rêvées, on le sait, pour les grandes marques de toucher un public énorme. Toutes les pubs qui surfent sur la vague après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On va largement parler de la Coupe du Monde à présent. Les résultats, ce sera en fin d'émission. Le drame qui s'est joué pour l'Espagne hier soir, éliminé du Mondial. Mais pour le moment, on commence avec vous, Johan. Avec ces pubs qui surfent sur la vague du Mondial, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné? Alors, plusieurs publicités. C'est vrai que d'un côté, plage, sable fin, soleil. Et de l'autre côté, un Mondial de foot. C'est très inspirant pour les publicitaires. Et ce genre d'événement représente, on le sait, un vrai tremplin marketing. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec cette publicité pour Coca-Cola. Je vous laisse la découvrir en images, on en reparle juste après. Tous les 4 ans, nous vivons 4 semaines exceptionnelles qui nous rassemblent, où nous partageons les mêmes émotions et les mêmes rêves. Et si le monde ressemblait davantage à la Coupe du Monde de la FIFA? Bon, alors voilà, on y est, petite musique exotique, des enfants tout sourire qui jouent au foot sur la plage qu'on connaît. Ça vous plaît, Virginie? Ouais, je pense savoir ce qu'il va dire. Ouais, il n'y a rien de très original. En fait, c'est très emblématique de n'importe quelle publicité pour grande marque pendant ce mondial. J'aurais pu vous passer la publicité pour McDonald's ou pour L'Oréal. Non, L'Oréal peut-être pas, mais on n'en est pas loin. Voilà, c'est toujours les mêmes recettes publicitaires qui sont utilisées pour ce mondial. C'est bien dommage. Je pense que le message véhiculé est simple parce que si tout était aussi beau que le mondial... Alors on n'en est pas loin. Très belle. On n'en est pas loin, La vie est très belle, c'est un grand mot, quoi. C'est vrai que ce qui se passe autour, moi j'ai vu beaucoup d'articles aussi. Voilà, si on c'est vrai qu'on n'en est pas favelas, loin et que cette année on a une petite touche d'optimisme supplémentaire qui a été ajoutée à toutes ces campagnes et un peu de bonheur supplémentaire avec une mention spéciale quand même pour cette campagne de la chaîne télévision française TF1 qui ajoute de l'optimisme supplémentaire. Voilà, on la voit en ce moment à l'écran, c'est le moment d'aimer les garçons. Donc voilà, on a un petit peu d'humour en plus. C'est drôle. Voilà, en tout cas, cet optimisme, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est ce qui ajoute une part de bonheur. C'est ce qui fait rêver. Ça fait du bien. Malheureusement, l'abus de cliché, j'ai envie de dire, est dangereux pour la publicité. C'est-à-dire que là, on est en plein dedans. Hier, Virginie Khalifa, vous nous parliez d'Adriana Lima,
qui vient nous vendre une voiture, une Kia, alors elle est là avec son ballon, donc on est encore plus en plein dans les clichés, encore plus, voilà, parce que la jolie fille qui la brésilienne qui vient vient parler avec son ballon de foot. C'est vrai que c'est la recette publicitaire qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une équation en publicité qui marche très bien. On parle de séduction, c'est-à-dire que voiture plus femme égale carton auprès des hommes. Plus football. Alors, en plus ici football, on voilà, ajoute. Adriana Lima sur l'image. Donc voilà, on est en plein dans cette équation à la mais femme, voiture, mais c'est pas très original. Ce que je veux dire, c'est qu'on perd un peu. C'est plus sexy qu'original. C'est sexy. Elle est belle, mannequin Victoria's Secret, Brésil, elle fait rêver, elle arrive, elle apprend aux hommes qu'est-ce qu'est le football dans ce pays. C'est ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas très original et c'est tellement attendu toutes ces publicités pour le Mondial 2014 qu'en fin de compte, je me demande si elles servent à grand chose. Il n'y a pas une autre pub, une seule pub qui se distingue, qui alors, a fait mieux que les autres ? Il y en a quelques-unes, et alors justement, celles qui se distinguent, c'est celles qui permettent de retrouver cette petite efficacité instantanée, celles qui nous font sourire dès qu'on les regarde et on sort du côté prouesse technologique ou belles images. C'est juste quelque chose qui fonctionne très bien. Alors pour y arriver, les marques qui tournent autour de l'idée que je vous introduis ici ne s'intéressent non pas aux footeux, mais aux non-joueurs ou aux non-fans de foot. Et ils sont nombreux. À ceux qui s'en foutent du foot. C'était sympa, ça, voilà, on s'en approche. Ils sont nombreux. Je vous laisse découvrir en images de quoi je veux parler. Mais derrière ces chiffres spectaculaires s'en cachent d'autres beaucoup plus ahurissants. C'est 4 milliards de femmes et d'hommes qui ne souhaitent pas voir un match de football. Les 37 millions de Françaises et Français que le football n'intéresse pas. Rien ne vous choque ? Vous savez comment ça s'appelle quand un petit groupe occupe tout l'espace médiatique ? Ça s'appelle une dictature. La dictature du ballon rond. Alors, ce petit film produit par Orangina. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il introduit ? Qu'est-ce qu'on va nous annoncer derrière ? Bah non, justement. Aucune initiative. Quelle initiative a été prise par Orangina d'après vous pour contrer cette dictature du ballon rond ? Je sais pas du tout. Ok, révélation en images. C'est pourquoi nous avons inventé la canette anti-foot. La première canette qui peut éteindre n'importe quel match de foot en toute discrétion. Ah, ça c'est génial, de prendre le contre-pied comme ça. C'est pas mal, ouais. C'est beaucoup plus original et beaucoup plus intéressant. C'est original. C'est original. Voilà. Et alors Orangina n'est pas le seul à prendre le contre-pied de ce mondial. Je vous parlais tout à l'heure d'efficacité, d'immédiateté. Je vous laisse découvrir ces visuels pour Marc Dorcel, le célèbre producteur de films pour adultes, qui dispose également d'un sex shop en ligne. Ce n'est pas du tout ça. On va y arriver. Les pianos de Marc Dorcel. Ce serait intéressant pour voir les images si vous voulez comprendre de quoi je parle. Marc Dorcel, on peut les voir ? Marc Dorcel. Non. Ok. Non, Jingle, on ne les verra pas. Eh bien écoutez, j'invite nos téléspectateurs à se rendre sur Internet. C'est très compliqué parce que les jeux de mots sont très très bien ficelés et si je change un seul mot, ça ne fonctionnera plus. En tout cas, voilà, ça parle de femmes qui veulent jouer les prolongations, ça parle de femmes qui ont trouvé des amants avec qui il n'y a pas de match nul ou pas de... Voilà, c'est tout ce genre d'univers, voilà, c'est tout ce genre d'univers qui est exploré, c'est très bien tourné, c'est efficace et donc comme quoi, ça prend le contre-pied. Quand on cherche un peu, il y a des pubs originales à faire. On y voit Zaya ou pas ? En tout cas, l'idée d'avoir pris à contre-pied les non-fans de foot et ceux qui ne regarderont pas le mondial est très intéressante. C'est la bonne idée peut-être. Ouais, je pense. Bon, merci beaucoup d'être venu nous en parler, Johan. Et on passe au rappel des grands titres de ce jeudi 19 juin. Près d'une semaine après l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, Mahmoud Abbas sort de son silence et condamne le président palestinien à appeler à la libération immédiate des otages en accusant les ravisseurs, sans les nommer, de vouloir détruire les Palestiniens. Il souhaite également poursuivre la coopération sécuritaire avec Israël. Dans ce contexte, et pour la 3e fois depuis le début de l'opération de Tsahal en Cisjordanie, eh bien, les Palestiniens de Gaza, cette fois, tirent des missiles sur le sud d'Israël. Un des missiles s'est abattu sur une zone habitée en provoquant des dégâts. En représailles, l'aviation israélienne a frappé plusieurs cibles dans l'enclave palestinienne. Dans le reste de la région, on note que l'Irak demande aux États-Unis un renfort militaire par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Bagdad demande à Washington de mener des frappes aériennes contre les groupes terroristes.
Felipe VI de Bourbon est devenu à minuit le nouveau roi d'Espagne. C'est officiel, il doit prêter serment aujourd'hui lors d'une sobre cérémonie. C'est avec beaucoup de discrétion donc et de modestie que Felipe sera couronné ce jeudi, 15 jours après l'abdication de son père qui n'assistera même pas à la cérémonie au Congrès des députés. Enfin, ce n'est pas le seul drame, on va en reparler, qui est en train de vivre l'Espagne. Double championne d'Europe et championne du monde en titre, les Espagnols ont été éliminés hier soir du mondial brésilien dans un stade Maracana bondé. La Roja a subi la loi du Chili qui signe sa deuxième victoire en 2 matchs. Autre élimination, le Cameroun qui s'incline 4-0 face à la Croatie. Et puis l'Australie s'est elle aussi inclinée contre les Pays-Bas 3-2. Voilà pour les matchs d'hier soir. On va reparler du mondial dans un instant avec vous, Virginie, pour le retour en Israël, direction ces plages où un combat est en place depuis plusieurs années, imposer la gratuité de toutes les plages du pays. Nouvelle victoire avec cette action collective. Une des plages UP du nord de Tel Aviv est désormais accessible à tous. Elie Schoenberg et Leslie Rezoug. Bronzettes, pastèques et jeux de raquettes, voilà comment on peut résumer l'été en Israël. Les belles plages de ce pays attirent les touristes du monde entier. À présent, les Israéliens luttent pour préserver ce patrimoine. La cour du district de Tel Aviv vient d'ordonner à 2 des plages les plus populaires de Tel Aviv d'offrir l'accès gratuit aux vacanciers. Une décision qui survient après le dépôt d'un recours collectif contre la mairie. Tout a commencé en 2012. À la demande de la municipalité, les services des maîtres nageurs étaient annulés dans l'une de ces plages. Selon la loi israélienne, il est interdit de faire payer l'entrée d'une plage non surveillée. Mais cela n'a pas empêché la mairie de continuer d'imposer un paiement obligatoire pour accéder à cette plage. C'est alors qu'un groupe d'amateurs de Farniente a organisé ce recours collectif et hier, ils ont pu célébrer leur victoire. Mais ce n'est pas tout. La ville a reçu l'ordre d'ouvrir 11 de ses 13 plages le week-end. Mais la semaine dernière, seules 2 plages étaient ouvertes. En cause, une grève des plagistes. La municipalité a bien de quoi financer le coût d'entretien des plages. Mais dans le passé, elle avait signé un accord de rémunération à 2 vitesses. Un accord discriminatoire qui n'est plus du goût des 48 secouristes attitrés. Vu de l'extérieur, cela ne semble pas si dramatique, mais s'il y a bien une chose à laquelle les Israéliens n'aiment pas qu'on touche, c'est leur plage favorite. Voilà, des plages israéliennes. On retourne avec vous, Virginie, aux plages brésiliennes. Vous aussi, vous vous êtes intéressée aux coulisses de la Coupe du Monde. On démarre par le Liban, où à la surprise générale, c'est sur une chaîne israélienne qu'on suit les matchs de la Coupe du Monde. Eh bien, figurez-vous, Barbara, que justement au Liban, les matchs ont été piratés. Ils viennent d'être piratés et les Sud-Libanais ont trouvé la solution. Pour la plupart, ce sont des pro-Hezbollah, il faut le dire, et aussi des anti-israéliens. Eh bien, ils regardent les matchs en hébreu. Les Libanais sont fans du mondial et du coup, la Coupe du Monde a pris le dessus sur les questions des salaires avec toutes les grèves que ça engendre dans les fonctions publiques, mais aussi l'absence d'un chef d'État depuis le 25 mai. Alors tout est mis de côté aujourd'hui, Barbara, au Liban. Voilà, là, ils s'y sont pris comment les Libanais en fait? Alors tout simplement, les Sud-Libanais, je vous l'ai dit, pour la plupart chiites, ont été les premiers à trouver la solution pour pouvoir regarder ces matchs. Ils les ont suivis via plusieurs chaînes israéliennes, alors pris par surprise par la chaîne Sama qui avait l'exclusivité de diffusion des matchs. C'est finalement dans les cafés, sur les places publiques que résonnent des shalom et des commentaires en hébreu en plein milieu, faut le savoir, des drapeaux du Hezbollah et des photos de martyrs morts pendant les combats contre Israël quand même. J'ai pas compris pourquoi. L'ironie du sort, parce que les chaînes de télévision qui transmettaient les matchs ont été bloquées. Du coup, le seul moyen de les voir, local, et du coup, le seul moyen de les voir, c'est de passer par des chaînes israéliennes. Avec des commentaires en hébreu pour les militants du Hezbollah. Voilà, on aura tout vu pendant cette Coupe du Monde. En plein milieu de l'appel à la prière, c'est assez comique. C'est assez surréaliste. Allez, on passe au gradin dans les stades. Vous avez des images à nous montrer. Et oui, je vous ai sélectionné des petites images. On parle souvent des matchs, de la folie des supporters, mais pas forcément de ce qui se passe réellement derrière les écrans. Alors pour ceux qui prévoient d'aller au Brésil, soyez très très prudents quand le public monte dans les tribunes du Maracana pour admirer un match. C'est plutôt dangereux, regardez.
stade bondé. Pas de panique. Ouais. Tout va bien. Tout se passe bien. Tombé, finit pas par s'écrouler. L'échafaudage est resté en place. Ouais. C'est ce qu'on disait peut-être sur la précipitation de finir toute l'installation des stades notamment. Ça fait froid dans le dos. Allez, on passe aux supporters brésiliens. Et oui, alors je vous avais déjà montré à quel point les Brésiliens vivent le foot. C'est une passion, le pays est sans voix. Et à chaque but, eh bien, les villes se réveillent jusqu'à réveiller les autres pays d'Amérique du Sud. Alors petit rappel en images et je vous montre tout de suite après ce qui suit. Voilà, donc on avait la version journée, la version nuit qu'on n'a pas vue. Alors ça s'est passé lors de la victoire de l'équipe du Brésil face à la Croatie. Au premier match. Alors lorsque le Brésil fait un match nul face au Mexique, eh bien la réaction des fans dans les quartiers de Tijuca est tout aussi bruyante, mais plutôt différente. Je vous propose de regarder tout de suite les images. Pas de son. Je sais pas pourquoi. 자, 여러분들이 춤춰보세요. 오빤 강남스타일. Bon, on a eu c'était pas les fans brésiliens déçus, ça. Non, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des Brésiliens malheureux, des Brésiliens énervés face à des Mexicains heureux qui criaient dans les rues, dans les cafés et même en dehors du stade. Eh bien, le Brésil, vous n'avez pas gagné. Donc, ils étaient plus contents du fait que le Brésil n'ait pas remporté que du match nul. Alors, autre match nul, c'est pas Brésil-Mexique, mais des supporters joyeux, là, pour le coup. Ouais, alors vous allez voir dans cette vidéo que, en fait, vous avez déjà vu, mais qu'on va revoir. Il s'agit du chanteur sud-coréen Psy, connu pour son tube mondial Gangnam Style. Alors il continue à se faire remarquer pendant le mondial, alors qu'aucune chanson de sa part n'a été créée à cette occasion. Eh bien, il a décidé de divertir des milliers de fans de football réunis pour suivre le match. Ça se passe en Corée du Sud, match Corée du Sud-Russie sur grand écran. Aujourd'hui, on connaît le résultat, un partout, mais peu importe, c'est le show qui nous intéresse. Regardez. Gangnam Style. 자, 여러분들이 춤춰보세요. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 섹시 레이디. 오빤 강남스타일. 섹시 레이디. 오빤 강남스타일. Même Psy lui-même commence à se fatiguer de sa propre chanson. C'est ça, mais en tout cas, il plaît toujours autant. Virginie, on se quitte en musique, mais on n'a plus le temps. Bon. On n'a plus le temps, c'est dommage. C'était un flash mob. C'était un joli flash mob brésilien. Bon, vous nous le remontrerez. Merci beaucoup Virginie, merci Johan. On parle de tous les résultats du mondial et de la soirée d'hier, haute en drame, juste après un nouveau journal. Allez, on ne peut pas finir cette émission, évidemment, sans reparler de ce drame qui s'est joué hier soir en Coupe du Monde. Les Espagnols éliminés, puis aussi tous les matchs à venir. Aujourd'hui, c'est parti. Alors Lise Berenbaum, c'est la malédiction des champions dont vous nous parliez hier. Oui, ça va pas très bien là pour l'Espagne. Ils ont perdu 2-0 contre le Chili. On s'y attendait quand même pas. Au Chili, c'est Vargas et Aranguiz qui ont donné la victoire à leur pays. Donc c'est un vrai cataclysme. Pour l'Espagne, c'est la fin d'un règne. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Hier, le roi a abdiqué. Donc en Espagne, on va changer de roi et on va sûrement changer de sélectionneur bientôt. Mais c'est pas la première fois que ça arrive pour un champion du monde. Je vous le disais hier, la France en 2002. L'Italie en 2010 est sortie pareil comme ça au premier tour. Mais là, c'est quand même assez violent puisque l'Espagne a pris 7 buts
en 2 matchs. Alors comment vous l'expliquez cette malédiction des champions? C'est trop de pression en fait? Alors il y a un problème sûrement d'usure physique, il faut quand même le rappeler. Les Espagnols, ils ont été souvent jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. La finale c'était 100% espagnol, Atlético contre Real Madrid. Donc ils sont fatigués et puis c'est un peu la même équipe qu'en 2010. Donc effectivement, bon, ils en peuvent plus. Mais quand même, hier soir, il y a eu des grosses déceptions. Il y a des joueurs qu'on attendait. Xabi Alonso, Diego Costa, très décevant. Une occasion manquée de Busquets devant un but pratiquement vide. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football espagnol. Et pour l'Espagne tout court? Oui. Oui, non, il y a une usure mentale aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tout gagné, donc plus rien à gagner. Ils ont gagné 2 Coupes d'Europe. Ils ont l'habitude tous d'être en finale de la Ligue des Champions chaque année. Et donc là, peut-être, ils n'avaient pas la motivation supplémentaire. C'est difficile pour un sportif de réussir à se remotiver. Et là, c'est vraiment une fin de cycle, comme l'avait connu la France en 2002. Quoi. Et pourtant, la France avait réussi à rebondir en 2006. En arrivant en finale. C'est peut-être une façon de se renouveler, de tourner une nouvelle page. Quoi. Oui, on attend les petits nouveaux. C'est ça, exactement. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, sur le web, ça a été évidemment un coup de tonnerre hier où la fin de règne de l'Espagne a été moquée, mais aussi finalement beaucoup saluée avec du respect. C'est la 5e fois, Lise, que les champions du monde en titre sortent de la compétition dès le premier tour. L'Italie 2 fois, le Brésil il y a bien longtemps, et puis vous l'avez dit, la France est donc désormais l'Espagne. Alors beaucoup, comme Salomé Rainbow et comme vous, Lise, font le parallèle avec la fin de règne de Juan Carlos, avec Salomé Rainbow qui tweet l'Espagne a perdu, Juan Carlos démission. Mais c'est la vraie star de cette soirée, c'est ce monsieur qui, en ayant écrit Adios España sur sa tablette tactile, est devenu, nous dit le tweet, aussi célèbre que Justin Bieber. Et puis avec voilà, alors oui, là on va voir cet homme, Diego Costa. C'est-à-dire que la sélection à la limite inspire le respect pour les internautes qui saluent leur parcours, leur expérience. Mais alors Diego Costa, lui, l'histoire est assez dingue. Il est né au Brésil et pour cette Coupe du Monde, il avait décidé de porter le maillot de l'Espagne. Alors évidemment, il était sifflé à chacun de ses ballons, mais ce qui est le plus dramatique, ce sont ses statistiques. Elles sont éloquentes. 0 but et surtout 0 frappe en à peu près un match et demi. Et puis il a fait le mauvais choix. Non, il a fait absolument le mauvais choix. Alors image très virale, c'est celle qu'on voit, le palmarès espagnol. On y voit les Coupes d'Europe 2008 et 2012, la Coupe du 2008 pardon et 2012, les Coupes du Monde, la Coupe du Monde 2010 et donc le ticket de retour 2014, le seul trophée qui pourront ramener. Et puis je vous disais, au-delà de la moquerie, il y a beaucoup de marques de sympathie. Notre confrère Thomas Soto qui tweet au Maracana, Panthéon du football mondial repose désormais la grande Espagne. On verra pas le tweet, mais voilà, c'était un bel hommage à cette équipe espagnole qui, on va le dire, tire sa révérence. Et le 3e match, ça va être très difficile à attendre pour eux et à le préparer. Voilà, pauvre Espagnol. D'autres résultats hier, Lise, toujours dans le groupe B, Australie-Pays-Bas. Tout à fait, Australie-Pays-Bas. Donc c'est les Néerlandais qui ont gagné 3-2. Ça a été un peu pénible pour eux. L'Australie a bien tenu le choc. Ça a été plus difficile que contre l'Espagne la semaine dernière. Mais Robben et Van Persie ont encore marqué. Et les Australiens, ils ont quand même mené le jeu pendant quelques minutes. Donc c'est pas mal pour eux. Et puis dernier match hier dans le groupe A, Cameroun-Croatie. Ouais, Cameroun-Croatie. Alors là, victoire nette et sans bavure des Croates qui gagnent 4-0. Donc pour le coup, ils ont totalement dompté les Lions indomptables avec un beau doublé de Mandzukic. Mais les Croates, il va falloir qu'ils restent bien concentrés pour le prochain match face au Mexique lundi prochain. Et donc au tableau, c'est le Brésil et le Mexique qui mènent dans le groupe A. Et c'est d'ores et déjà terminé pour le Cameroun qui n'ira pas en 8e. Les Camerounais qui n'ont jamais commencé leur Coupe du Monde. Ils s'étaient complètement amorphes sur le terrain hier, sans aucune motivation. Et ça fait bien longtemps que le Cameroun n'a pas gagné un match en Coupe du Monde, malheureusement. Voilà aussi, le mauvais sort qui s'abat sur les Camerounais. Alors les matchs à attendre aujourd'hui, ça va se jouer dans le groupe C. Tout à fait, le groupe C. Alors on aura Colombie-Côte d'Ivoire, donc 2 équipes qui ont gagné leur premier match, notamment la Colombie 3-0 contre la Grèce, même sans Falcao. Et puis les Ivoiriens qui pourront compter sur Didier Drogba. Et on aura un autre match à minuit entre le Japon et la Grèce, où là, ça sera vraiment un duel pour la survie, puisque celui qui perd est éliminé directement. On va en reparler dans un instant de cette équipe japonaise. Et puis, le match attendu peut-être de la soirée, oui. Uruguay-Angleterre. Ah oui, Uruguay-Angleterre, très important. C'est 2 anciens champions du monde qui sont pas en très très grande forme. Je vous rappelle que l'Uruguay a perdu contre le Costa Rica 3-1, ils s'y attendaient pas. Et l'Angleterre
L'Angleterre aussi contre l'Italie 2-1. Pourtant, l'Uruguay, c'est quand même une très bonne équipe. Ils ont gagné la dernière Copa América, meilleure sélection d'Amérique latine en 2010. Donc il va falloir qu'ils se ressaisissent aujourd'hui. C'est la 3e rencontre de ces deux équipes, Angleterre et Uruguay, dans toute leur histoire en Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 66. D'accord, ça fait bien longtemps. Ouais. Alors justement, sur cette équipe d'Uruguay, on en a dit beaucoup de choses. Elle est particulière. Est-ce qu'elle risque vraiment de faire vaciller les British? Écoutez, les Uruguayens, ils ont un jeu très physique. Ils prennent souvent des cartons rouges. Il ne faut pas trop les embêter. C'est un petit pays, seulement 3 millions d'habitants, mais ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde. Donc, ils en veulent. Mais je vous dis, leur défaite contre le Costa Rica, c'était assez inattendu. Ils ont une très bonne attaque. Cavani, Forlán et surtout Suarez, qui n'était pas là contre le Costa Rica, qui revient ce soir. Excellent joueur à Liverpool. Donc on va voir ce qu'il peut faire ce soir. On attend. On attend le match. C'est ce qu'on appelle le match de la mort. C'est-à-dire que les deux équipes vont rentrer avec beaucoup de peur sur le terrain parce qu'une défaite, c'est tout simplement le même billet d'avion que pour les Espagnols. Retour. Absolument. Voilà pour les matchs. Allez Lise, on termine avec un petit point particulier dont vous vouliez nous parler. C'est le 12e homme des équipes de foot. Et c'est les femmes, évidemment. Oui. Est-ce que vous savez... Rudy, Barbara, ce que c'est qu'une WAG? Non, pas du tout. Alors une WAG, c'est une wife or girlfriend. C'est donc les petites copines et les épouses des joueurs. Puisque derrière chaque grand homme, il y a une femme, il faut le savoir. Les sélectionneurs sont très, très inquiets par rapport à l'influence parfois dévastatrice de ces femmes. Il y a même des sélectionneurs qui ont interdit les relations sexuelles à leurs joueurs. Par contre, hein. Pas la France. On en a entendu parler. Hein. Le Brésil essaie de limiter. Ronaldo à l'image. Voilà, Ronaldo, donc ça c'est sa copine. En fait, je vous ai fait la Dream Team des épouses de joueurs. Donc j'ai pris les femmes de Ronaldo, par exemple Irina Shayk, une mannequin russe très très belle. On a aussi la femme de Neymar, Gabriela Lenzi. Alors il lui a déclaré sa flamme sur Twitter après le match d'ouverture. C'est mignon. Ils ont le même instinct capillaire tous les deux. Un petit peu, ils doivent avoir le même coiffeur. Instinct capillaire, vous appelez ça. Ils aiment bien les mèches. Je pense qu'ils vont ensemble se faire des mèches. D'accord. On a la femme de Messi aussi, parce que les footballeurs, il faut savoir qu'ils sont très fidèles, ils sont assez sentimentaux. Messi, ça fait 6 ans qu'il est avec Antonella Roccuzzo. Il s'est fait même tatouer son portrait sur l'épaule et le portrait, enfin les mains de leur fils sur l'épaule. On a la femme de Balotelli aussi, Fanny Neguecha. Il lui a demandé sa main il y a quelques jours sur une plage à Rio et elle a dit oui. Et puis, on ne pouvait pas passer à côté de Shakira, même si Piqué, il n'est peut-être pas dans la Dream Team après l'échec des Espagnols hier soir. Mais quand même, c'est un couple assez mythique. Ils ont déjà un fils qui est né en 2013, Milan. Votre préférée, dites-nous tout, Lise. Alors moi, ma préférée, celle qui me marque, c'est Adriana Carambeu. Encore? Mais ça fait 30 ans. Non. Ni femme, ni de footballeur maintenant. Elle n'est plus la femme et il est plus footballeur. Oui, mais elle a eu un moment quand même. Pour moi, elle représente la France 1998. Et pas Victoria Beckham. On parle que d'elle. Donc moi, non, je voulais rendre hommage à Adriana Carambeu, qui est ambassadrice de la Croix-Rouge, qui est ambassadrice du foot féminin pour la Fédération de foot. Plus sérieusement, est-ce que vous pensez que comme pour les grands hommes politiques, derrière chaque grand footballeur, il y a une femme qui se cache ou elles ont un rôle minime? Je pense que l'exemple de Victoria Beckham, si, ça nous montre qu'une femme a besoin d'être là pour un peu tenir le couple, parce que s'il dure autant, Beckham, c'est en partie grâce à elle, je pense. Plus au niveau marketing qu'au niveau football maintenant, quoi. Oui, mais l'image de Beckham, elle a bien façonné. Oui, elle l'a bien façonné. Et ça marche bien. Merci d'être venu nous parler aussi des femmes pour ce mondial. Rudy, vous voulez encore faire un commentaire là-dessus? Non, non, effectivement, derrière chaque grand footballeur, il y a une femme et c'est important aussi l'aspect mental, on en parle souvent. L'aspect mental, et puis bon, on peut quand même pas s'empêcher de remarquer qu'elles sont absolument sublimes, ces femmes de joueurs. Oui, c'est vrai que... Oui, il n'y a rien à dire. Celle de Ribéry, elle est un peu moins bien, mais bon... Les footballeurs de 98, par contre, avaient leur copine bien avant le succès, et ils ont gardé, cette stabilité. Et c'est vrai que certains footballeurs sont très fidèles, et ce sont généralement des petites amies qu'ils ont connues quand ils avaient 18-20 ans, et avec qui ils grandissent autant que leur carrière. C'est vrai. Merci à tous les deux, on continue de parler de la Coupe du Monde. Et je vous le disais, on continue avec ce match. Ce soir, c'est le Japon qui affronte la Grèce. Et vous allez le voir, le quartier japonais de Sao Paulo, Liberdade, a le cœur qui vibre pour deux équipes, évidemment. Son pays d'origine, le Japon, et son pays d'accueil, le Brésil. Alors, la communauté nippone du Brésil est la plus importante du monde, hors de l'archipel. Reportage.
À chaque match du Japon lors de ce mondial, le centre culturel nippo-brésilien de Sao Paulo a prévu de faire la fête. J'espère que le Japon va se qualifier pour les huitièmes de finale et même les quarts. Et si le Japon ne se qualifie pas, les nippo-brésiliens espèrent bien pouvoir soutenir la Seleção, l'autre équipe chère à leur cœur. Le Brésil abrite en effet la communauté japonaise la plus importante hors Japon, avec 1 800 000 personnes et plus de la moitié vivent à Sao Paulo. La première vague d'immigrants est arrivée au début du XXe siècle pour travailler dans les plantations de café brésiliennes. Nous, on a nos racines là-bas au Japon, toutes nos valeurs, toutes nos traditions. Mais aujourd'hui, on se sent vraiment brésilien. Takashi Morita a 90 ans, dont 58 passés au Brésil. Il n'a pas raté une seule Coupe du Monde depuis qu'il habite ici. Originaire d'Hiroshima, il est l'un des derniers survivants du bombardement atomique du 6 août 1945. Ce jour-là, beaucoup de gens sont morts en face de moi. Cela, je n'oublierai jamais. Après, je suis arrivé au Brésil. Et ici, j'ai trouvé le paradis. Au Brésil, Takashi est devenu commerçant et c'est aujourd'hui une référence au sein de la communauté japonaise de Sao Paulo et notamment dans le quartier de Liberdade où habitent la plupart des nippo-brésiliens de la ville. Le temps de la Coupe du Monde, il n'oublie pas son Japon natal, mais son cœur bat aussi très fort pour le pays qui lui a offert une deuxième chance. Je suis resté ici au Brésil, je vis ici, donc je suis supporter de l'équipe brésilienne. C'est clair. À l'image de Takashi, beaucoup de Japonais de Sao Paulo l'avouent volontiers. Ils soutiendraient la Seleção en cas de match entre leur pays d'adoption et celui de leurs ancêtres. Et on termine par le reste de l'actualité sur Internet. On ne parle pas que de foot en ce moment sur le web, Rudy. Et on commence par les épreuves du bac français, une histoire de poésie. Oui, et on peut dire que Victor Hugo s'est fait clasher hier par les tweetos, une déferlante de haine à base de langage SMS qui tranche avec l'auteur et son œuvre. Alors le poème, c'était Crépuscule, mais alors ça va aussi consterner les internautes plus modérés, plus amoureux de la littérature. Alors Crépuscule, c'est pas un texte facile, c'est vrai, mais Hugo ne méritait vraiment pas ça. Regardez, tout en sachant que j'ai gardé le plus soft parmi les 20 000 tweets qui sont arrivés hier. Alors il y a ceux qui mettent en doute l'intérêt même du texte et de sa métaphore, comme Alan Atia qui tweet: pourquoi tu tape la discute entre une tombe et un brin d'herbe, sale FFFA, vous aurez compris, Victor Hugo de Taras. Voilà, toujours ce brin d'herbe qui intriguait les lycéens. Au lieu de nous le donner en sujet, tu aurais pu le fumer. Alors il y a ceux qui organisent la riposte et se mobilisent, comme Julien qui demande de RT si toi aussi t'as la haine contre Victor Hugo, ou cette perle relevée par le Nouvel Obs, le site du Nouvel Obs: Victor Hugo c'est un bâtard, il ne peut pas parler normalement comme les autres, alors il parle, alors ça c'est le prochain tweet, on verra, Victor Hugo est un bâtard. Voilà, il ne peut pas parler normalement comme les autres, alors il parle en message codé. Et puis, peut-être le meilleur, celui qui ne sait même pas que Victor Hugo nous a quittés en 1885 et qui menace: Victor Hugo, si je te croise dans la rue, t'es mort. Voilà, et cette interrogation légitime de Vincent Bretto qui se demande: mais que n'ont pas su faire les professeurs pour que Hugo soit reconnu et aimé des bacheliers? C'est vrai, c'est et il y a un paradoxe. La faute au prof. Il y a un paradoxe, hein, c'est que Slate nous rappelle que Hugo lui-même n'aimait pas du tout l'académisme et les programmes tout frais et mettre à l'honneur des vieux auteurs. Et lui, il disait qu'il était un auteur du peuple pour le peuple. Bon, des bacheliers déchaînés, en tout cas. Lui, ça vous fait rire. Mais oui, moi je l'adore, Victor Hugo, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Vraiment. Vous ne casserez pas la gueule. Moi non. Ça va. Si vous le croisez par hasard dans la rue. Rudy, on termine par une vidéo. Oui, alors, il s'appelle Harry Fararoy et il est féru de voyage. C'est de quoi bien occuper ses vacances. Il est parti en Colombie, au Pérou, en Bolivie et il a décidé tout simplement de se poursuivre lui-même. Alors évidemment, c'est un montage vidéo. C'est drôle, les paysages sont superbes, c'est à regarder. On va regarder ça tout de suite. Merci beaucoup Rudy, merci Lise. On se quitte donc avec cette vidéo. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Portez-vous bien. Oh